Bonjour à tous, ici Pierre Lemonde, président du Corim. Bienvenue à ce rendez-vous en ligne. Nous avons le privilège d'avoir avec nous le président exécutif de Best Buy, M. Hubert Joly. Bonjour Hubert, vous allez bien? Bonjour Pierre, ça va très très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Votre présence est vraiment appréciée. Vous nous parlerez aujourd'hui de l'importance pour les entreprises de repenser leur modèle d'affaires et de réinventer leur chaîne de valeur pour faire face à la crise. Il sera question notamment de stratégies numériques innovantes et de nouvelles expériences clients. Pour animer cette discussion, nous avons avec nous Dominique Brown, président de Chocolat Favori et membre du conseil d'administration du Conseil québécois du commerce de détail. Dominique, je vous remercie également d'avoir accepté de jouer ce rôle. Et sans plus tarder, je vous cède maintenant la parole. Merci Pierre. Alors, bonjour Hubert. Bonjour Dominique. Hubert Joly, président exécutif du conseil d'administration de Best Buy. Vous siégez aussi sur différents autres conseils d'administration, bientôt un rôle à Harvard. Et tout ça vous amène à côtoyer des CEO d'un peu partout, de toutes sortes d'organisations, de toutes sortes d'industries. Et j'ai envie d'entrée de jeu, en fait, de vous demander quelle a été la réaction que vous avez vue de tous ces chefs d'entreprise-là à la crise quand la COVID-19 a éclaté? J'ai été frappé à travers, quand on regarde les différentes CEO, de voir à quel point ils ont répondu avec un leadership remarquable. Alors, il y a eu différentes phases. Il y a d'abord eu la phase du confinement, il y a la phase de la réouverture dans laquelle on est aujourd'hui. Et puis, évidemment, il faudra se préparer au monde post-Covid. Et dans ces différentes phases, j'ai été frappé par le fait que tous ces leaders dirigeaient leur entreprise avec beaucoup d'humanité et un sens de la mission de leur entreprise. Leur première priorité, ça a été de s'assurer de la sécurité de leurs collaborateurs et des clients. Avant toute chose, en fait. C'était pas quel va être l'impact sur mon profit ce trimestre-ci. Non, c'était la sécurité et le bien-être, la communication avec les salariés et les clients. Les clients, ça a été aussi, lorsque les entreprises avaient une mission essentielle, de s'assurer qu'on continuait à s'occuper d'eux. Et chez Best Buy, évidemment, comme tout le monde a travaillé à domicile, apprenait à domicile, etc., beaucoup avaient besoin d'améliorer leur informatique, leur réseau, etc. Donc, c'était important d'être présent. Et donc, il a fallu équilibrer ceci. Ça a été aussi s'assurer que les fournisseurs principaux des entreprises, ils allaient pouvoir tenir le coup, en fait, parce que, évidemment, la crise allait avoir une fin. Et si vous êtes Ralph Lauren, si tous vos fournisseurs disparaissent, ça va pas être terrible. Ça a été aussi s'assurer qu'on faisait tout ce qu'on pouvait pour contribuer à la résolution de cette crise. Je suis au conseil d'administration de Johnson & Johnson. Il y a eu une mobilisation extraordinaire sur le vaccin, ou même chez Ralph Lauren, tous les magasins étaient fermés, mais on a redirigé la production vers la fabrication de masques et de blouses et d'équipements de protection pour les personnels salariés. Donc, je trouve que dans la lignée un peu de cette tendance dans les entreprises de s'attacher à la quête du sens et à l'ensemble des parties prenantes, je trouve qu'on a eu de très, très beaux exemples de leadership et qui, à mon avis, préfigurent ou qui sont une indication de cette refondation du capitalisme auquel on doit assister, mettant à bas la primauté du profit. La finalité d'une entreprise, ce n'est pas le profit. Le profit, c'est une résultante qui passe par le fait de s'occuper des collaborateurs et des clients. Donc, je trouvais que c'était très inspirant. Oui, effectivement. Et quand on regarde votre stratégie chez Best Buy, une des premières choses que vous avez fait, en fait, quand on parle de leadership, c'est vraiment de remettre l'attention sur les employés, qui sont après tout une fondation excessivement importante, puis qui sont la première ligne envers le client. Et vous avez réussi de façon extraordinaire à justement donner un sentiment d'appartenance aux employés qui se sont mobilisés autour de votre cause. Mais là, la crise survient. Et là, tout d'un coup, tout explose, les gens sont nerveux, tout ça, et notre façon de gérer en tant que gestionnaire, en tant que leader, se trouve à être transformée aussi. Donc, comment est-ce que, en tant que leader, on peut s'assurer de garder nos employés mobilisés dans un temps de crise comme ça? Et le parallélisme entre la crise que Best Buy a connue en 2012, où on était censé disparaître, et cette crise du Covid est intéressante. Je vais revenir un instant sur
septembre 2012, quand j'ai pris la direction. Tout le monde pensait beaucoup pensaient qu'on allait mourir. Et dans les redressements d'entreprise, souvent on dit, il faut couper, fermer les magasins, virer des gens, etc., etc. On a fait l'inverse. Moi, la première semaine que j'ai passée dans l'entreprise, j'allais passer dans des magasins à écouter les chemises bleues, les blue shirts, comme on dit au sud de la frontière, pour voir ce qu'ils avaient à dire et pour tirer les enseignements. C'est comme ça qu'on a été conduit à mettre en place la politique de compétitivité des prix, de matching des prix d'Amazon, d'investir dans la relation en ligne, dans l'expérience en ligne, dans le fait d'expédier aussi vite qu'Amazon. Ça a été aussi le fait d'améliorer l'expérience client en magasin. Ça a été aussi des partenariats avec les fournisseurs pour faire des shop in the shop de manière à améliorer en fait cette expérience client. Et donc, le redressement de Best Buy, c'était ça. C'était les collaborateurs en premier et les clients et ensuite les résultats. Et dans cette crise, c'est la même chose. Et donc, l'emphase des dirigeants, ça a été de s'occuper de leurs collaborateurs et de la totalité de la personnalité des collaborateurs. C'est pas juste leur sécurité, mais c'est, si on prend la pyramide de Maslow, c'est l'ensemble de leurs besoins. Donc, c'est des besoins émotionnels, la connexion, garder un contact humain quotidien avec les collaborateurs, par vidéo plutôt que par texte, parce qu'il faut garder le contact visuel, on le voit bien dans cette conversation que nous avons, c'est beaucoup plus riche. Du sens, pourquoi ce qu'on fait a du sens, pourquoi le fait de continuer à aller travailler, ça a du sens. Bah oui, c'est chez Best Buy, le purpose de l'entreprise, je vais dire quelques mots d'anglais, ou même je vais essayer de le dire en français, c'est enrichir la vie de nos clients avec l'aide de la technologie en adressant leurs besoins humains. Et bien là, il y avait beaucoup d'humanité, et donc c'était pour ça qu'il fallait que les continuent à opérer. Et donc, le point commun, c'est ça, c'est un peu une inversion en fait. On considérait parfois, autrefois, beaucoup trop les collaborateurs comme une ressource. Non, les collaborateurs sont la source. Et c'est cette magie humaine qu'on met au service d'une mission de l'entreprise qui permet d'aller beaucoup plus loin. Et c'est important pour sortir de la crise parce que si vous considérez que vous êtes une machine à faire du profit sur la base d'un modèle d'affaires existant qui sont des magasins, ben vous n'allez pas vous en sortir. Si en revanche vous êtes là pour servir des clients, bien vous allez pouvoir innover au service des clients et servir. Nous, chez Best Buy, pendant tout un temps, on a fermé l'ensemble des magasins et pourtant, lors de nos résultats trimestriels, notre chiffre d'affaires n'a baissé sur le trimestre qui va de février à avril que d'à peu près 5%. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas un gestionnaire de magasins, on est une entreprise qui est là pour servir des clients avec un ensemble de moyens qu'on met au service de cette mission. Donc, c'est un peu cette inversion qui est essentielle. Et c'est les collaborateurs qui sont au cœur de tout ceci, en fait. Tout à fait. En fait, c'est justement cette raison d'être-là que vous mentionnez régulièrement comme étant ce qui a vraiment dirigé toute la stratégie, cette différence-là fondamentale, vous a permis en fait de diversifier les activités de Best Buy, un peu comme un investisseur a un portfolio de différents types de services ou autres, et à un moment donné, dépendamment d'une crise ou une autre, il y en a certains qui montent, d'autres descendent. Et là, parce que vous aviez repositionné cette raison d'être-là, en fait, ça l'a fait que Best Buy était bien positionné pour réagir à la crise d'une certaine façon. C'est ça, et c'est ça qui est enthousiasmant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je définis mon entreprise en fonction d'une mission, d'un purpose, ben, je vais avoir des opportunités de croissance. Donc, un exemple pour nous, ça a été dans la santé, le fait d'aider les personnes âgées à vivre chez eux de manière autonome plus longtemps grâce à la technologie. Donc, on met de la technologie sous leur lit, sous leur fauteuil, dans la salle de bain, dans la cuisine, sur eux, pour voir s'il y a des chutes. Et avec de l'intelligence artificielle, nos centres de soins, nos care centers, peuvent suivre ce qui se passe et, le cas échéant, intervenir. Voilà un service qui apporte beaucoup de valeur à la fois aux personnes âgées puis à leurs enfants et qui n'est pas vendu en magasin, mais qui nous permet de croire. De la même manière, le programme qu'on a développé, qu'on appelle les in-home advisors, en fait, qui sont des conseillers, c'est un peu le directeur informatique de votre maison. Lorsque le besoin est trop compliqué, comme refaire tout votre family room, eh bien, plutôt que de demander au client d'aller en magasin ou d'aller en ligne, on va venir chez lui, un peu comme un designer, et on va vous aider à concevoir la solution, à la mettre en œuvre, et puis après, on va la supporter
travers la fameuse Geek Squad, où on va vous aider avec l'ensemble de la technologie qu'il y a chez vous. Donc, cette innovation, ça nous permet de croître, ça nous permet de mobiliser les collaborateurs au service d'une mission, ça nous permet d'un point de vue concurrentiel de nous différencier. Et je crois que dans cette réinvention, cette refondation du capitalisme des affaires auxquelles on doit œuvrer aujourd'hui, diriger une entreprise avec un sens et beaucoup d'humanité, c'est à mon avis, ça c'est une clé tout à fait essentielle. Et vous voyez que je suis un peu passionné par ça. Tout à fait. Puis on voit que c'est un excellent exemple aussi de tu sais, dans le commerce de détail, en fait, d'aller bien au-delà d'un simple point de vente qui vend un produit. Ça vous a amené un autre à lancer ces services-là et tout. Mais c'est justement, je veux vous amener sur ça parce que tout le commerce de détail se voit encore très traditionnellement connecté à ces magasins. Vous avez réussi à inverser ou à changer ce modèle-là en regardant justement la raison d'être de l'entreprise. Mais il y a eu un débat depuis quelques années avec l'arrivée du commerce électronique de plus en plus en force et tout. Vous l'avez vécu certainement entre le combat entre Amazon et Best Buy. Et il y a toujours cette question-là qui revient. Est-ce que les magasins physiques sont encore pertinents? Est-ce qu'ils ont encore leur pertinence? Et là, comme on le voit, les magasins physiques sont évidemment énormément touchés par la COVID, bon, différemment selon les points du monde. Mais est-ce que, selon vous, les magasins physiques ont toujours leur place? Les magasins, ça on l'a vu pendant le redressement de Best Buy, et c'est vrai aussi aujourd'hui, ont un rôle fondamental à jouer. Il y a des choses qui ne peuvent se passer que dans le monde physique, c'est-à-dire voir la qualité de l'image d'un téléviseur, le seul endroit où vous pouvez le faire, c'est en magasin. La qualité du son d'enceinte ou d'un casque audio, vous ne pouvez pas le voir. Donc il y a un aspect client, il y a un aspect fournisseur aussi, c'est de les aider à mettre en évidence les résultats de leurs investissements en nouvelles technologies. Et puis il y a un aspect logistique, c'est-à-dire que tous nos magasins sont en fait des entrepôts à partir desquels on expédie pour les clients. Et donc ce sont des atouts extraordinaires. On voit bien d'ailleurs que Amazon a investi en fait un ensemble de magasins et de points de vente. Donc opposer l'un et l'autre n'a pas de sens. À partir du moment où on est centré sur le client et la mission, c'est ça qui compte, et on déploie un ensemble de moyens pour y arriver. Alors, dans le cadre de la crise du Covid, cette vision va être particulièrement importante parce que le choc macroéconomique sur l'ensemble des secteurs, ça va varier suivant les secteurs, mais est énorme en fait. Et donc, c'est un peu comme s'il y avait une astéroïde qui avait percuté la Terre. Les dinosaures vont mourir. Il y a un ensemble de mouvements de plaques tectoniques qui vont arriver. Et donc, la sortie de la crise, ce n'est pas un redémarrage. C'est un reset, c'est une réinvention de l'entreprise. Et je pense que l'angle de la mission de l'entreprise, son purpose, combiné avec les innovations technologiques, vont être tout à fait importantes. Et là, dans le détail, le commerce de détail, prendre un exemple. Il y a un très beau magasin de Ralph Lauren sur Madison Avenue à New York, qui est très bien si vous habitez New York ou si vous êtes un touriste qui venez à New York, mais si vous habitez à Minneapolis, comme j'ai fait pendant des années, c'est pas terrible en fait. Eh bien, avec la technologie, Eric, qui est vendeur dans ce magasin, et de la visioconférence, peut me contacter. On peut faire ensemble par visio le tour du magasin. Il peut me conseiller sur des choix de garde-robe. Et comme ça, on peut faire, encore une fois, il y a des mots d'anglais, du clienteling at scale. Et il peut toucher une population à travers le monde en s'appuyant sur l'atout de ce magasin, de Mansion, de Madison Avenue. Donc, il faut se réinventer, mais sans être prisonnier de son passé, en étant guidé par la mission de l'entreprise. En tout cas, c'est la vision que j'ai, et cet aspect de réinvention va être extrêmement important parce que le choc, sinon, va être extrêmement rude et personne n'a envie d'être dans le camp des dinosaures. Exactement. Puis tu sais, vous, en fait, c'est vraiment très intéressant quand on regarde tout ce que Best Buy a mis en place justement pour passer à travers la crise, puis d'utiliser ces magasins quand même d'une certaine façon avec le curbside pick-up, là, désolé, la livraison sans contact, j'imagine, ou la livraison à chaque magasin et tout. Et vous avez implanté tout ça et pourtant, comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez eu une très faible baisse de vos revenus malgré que vos magasins étaient, bon, traditionnellement fermés, certains accessibles tout de même.
Je me demandais, qu'est-ce que vous voyez, selon vous, qui va être des changements, certains de ces changements-là qui seraient permanents et d'autres qui seraient peut-être plus temporaires ou causés par la crise? Comment vous voyez cette évolution-là dans le temps? Dominique, c'est très difficile à dire parce que le degré d'incertitude qu'il y a au moment où on parle est énorme. Donc, c'est toujours très dangereux de faire des prévisions, surtout sur l'avenir. Mais ce qu'on sent, en tout cas, c'est qu'il va y avoir différents chocs. Il y a un choc macroéconomique et donc, avec le chômage de masse qu'on va avoir, la demande va être déprimée et donc tout ce qui est demande un peu frivole va diminuer et il va y avoir une course sur la valeur, très certainement. Les comportements d'achat aussi en ligne auront évolué. Tous ceux d'entre nous qui, pendant cette crise, ont fait leurs courses alimentaires sur l'Internet et qui ne sentent pas que c'est une nécessité vitale que d'aller sentir le melon au moment de l'acheter, eh bien, ça va, je pense que ça va rester. Il y a aussi un mouvement très important qui devrait durer, à mon avis, sur l'évolution vers le domicile, en fait. Tout ce qui est équipement et consommation à domicile va évoluer. Dans le domaine de la santé, la télémédecine a complètement explosé. Aux États-Unis, les barrières administratives ont été éliminées et donc le nombre de visites en télémédecine a été multiplié par à peu près 1000 en 3 jours. Et qui voudra revenir en arrière? À New York, d'un point de vue administratif, il y a tout un ensemble de procédures qui ont été simplifiées du fait de la crise, comme le fait de notariser un document par vidéo. Pourquoi revenir en arrière sur des choses comme ça? Je pense qu'il peut y avoir des mouvements géographiques. Est-ce que les grandes villes vont souffrir au profit des banlieues et des zones rurales, liées au fait que le work from home pourrait durer au-delà de la crise? Les mouvements, alors également les chaînes de valeur, les supply chains, vont être appelées probablement à évoluer. Alors, ce sera probablement plus difficile que ce qu'on peut imaginer. On a eu tout un mouvement depuis 30 ans de globalisation avec une course à l'efficience. On va aller très certainement vers une plus grande emphase sur l'agilité et la résilience, ce qui voudra dire diversifier les supply chains, ce qui voudra dire peut-être les rapprocher en partie des marchés qu'on sert. Donc, on voit bien, c'est à la fois la combinaison de cet astéroïde, je prends l'image, l'astéroïde qui percute la Terre, c'est les dinosaures qui meurent, et ces plaques tectoniques qui bougent. Je pense que l'hypothèse la plus sûre, c'est de dire qu'une bonne partie de ces changements vont être relativement durables et que cette nécessité d'un point de vue stratégique de reconfigurer son business et de le réinventer, pour beaucoup d'entreprises, ça va être essentiel en fait. Et ce qui est génial, dans un contexte qui est terrible, c'est qu'on voit à quel point les entreprises ont pu démontrer leur rapidité d'innovation. Le passage au contactless curbside pickup chez Best Buy, ça s'est fait en 3 jours. Donc, des entreprises ont démontré qu'on pouvait faire ces transformations non pas en 3 mois ou en 3 ans, mais en 3 jours. Et donc, quel chef d'entreprise va dire non, on va revenir comme avant et on va s'assurer qu'on fait tout en 3 ans? Non, il y a une agilité qui a été démontrée il y a des innovations qui sont intervenues et à partir du moment où elles ont du sens, pourquoi revenir en arrière? En fait, c'est intéressant parce que je vous entends, puis en fait, la transition est trop belle vers une question du public qu'on a justement sur quand vous parlez de l'agilité dans la crise, comment est-ce que les entreprises ont été forcées à se réinventer? Là, les gens n'avaient pas le choix. Il fallait qu'ils aillent de l'avant. Vous-même, quand vous êtes arrivé chez Best Buy à l'époque, Best Buy avait son lot de challenge, appelons ça comme ça, et vous êtes arrivé, vous avez dit, bon, on va faire telle chose, et tranquillement, tranquillement ou rapidement, dépendamment comment on le voit, vous avez instauré un pivot exceptionnel pour l'entreprise. Mais, et c'est là que je transite avec la question, on a Jacques Farcy, qui est vice-président exploitation des réseaux de vente à la SAQ, la Société des alcools du Québec, qui demande, est-ce que M. Joly pense qu'il est possible de transformer une organisation sans l'urgence d'une crise? C'est-à-dire quand les choses vont quand même bien. Et si oui, comment on mobilise l'énergie pour y arriver? Quand
Quand notre entreprise va bien, là, tout semble bien aller, et on n'a pas cette infusion-là là, d'énergie d'une crise. Alors, il est vrai qu'en 2012, ou pendant la crise, en 2012, après coup, les collaborateurs m'ont dit, Hubert, non, tu avais été très très clair, tu nous as dit, si on ne change pas, on meurt. Donc, ça a attiré notre attention. Donc, ça facilite les choses, mais on va dire que personne ne va volontairement créer une crise comme le Covid-19 pour faire ça. Alors, quand il n'y a pas une crise majeure comme ça, comment s'y prend-on? Je pense que ça part de l'idée que fondamentalement, une entreprise, c'est une organisation humaine composée d'individus qui collaborent ensemble à un projet. Et la mobilisation d'une entreprise, ça passe par un des ingrédients pour moi, c'est le fait que chaque individu puisse connecter sa motivation profonde, ses drivers, sa vocation, avec la vocation de l'entreprise. Et que sa propre histoire puisse s'inscrire dans la pertinence de la vocation de l'entreprise. Donc, une chose sur laquelle on a beaucoup travaillé, parce que chez Best Buy, on a eu deux phases. Il y a eu Renew Blue, qui était le redressement. Et puis ensuite, Building the New Blue, qui était la phase de croissance. Et dans cette phase de croissance, l'urgence avait un peu disparu, mais c'est là où on a travaillé sur le purpose, enrichir les vies des clients grâce à la technologie en adressant leurs besoins humains, et en le fait de mettre en place ces ingrédients, de créer cette magie humaine. Donc les ingrédients, c'est ça, c'est la connexion, ce qui connecte l'individu avec l'objet de l'entreprise. C'est aussi créer dans l'entreprise des relations humaines authentiques, où les gens puissent être vraiment eux-mêmes, en fait. Et donc deux petites histoires pour ça. Je me souviens de visiter un magasin à Boston. Le patron du magasin, il demandait à chacun des collaborateurs, dis-moi quel est ton rêve à toi. OK, je le note. Pas forcément chez Best Buy, dans ta vie. Et je m'engage, est-ce qu'en travaillant ensemble, tu puisses atteindre ton rêve? Ou bien une autre histoire, c'est Camille Scarlett, qui est la DRH de Best Buy, un jour a fait une communication à l'entreprise pour parler de la dépression, le fait qu'elle avait été dépressive pendant un certain temps, il y a quelques années, à quel point ça l'avait miné. Personne n'imagine qu'un dirigeant devrait avouer à quel point il a pu être vulnérable et faible, parce qu'on a plutôt le modèle du dirigeant super-héros. Et en fait, non. C'est créer ces relations humaines authentiques où chacun peut sentir voilà, qu'il fait partie de l'entreprise avec tout ce qu'il a. Un autre ingrédient, c'est l'autonomie, en fait. C'est permettre aux individus de dire, voilà, ils peuvent avoir un impact sur la vie de l'entreprise et prendre des décisions pour qu'on puisse atteindre ces objectifs. Donc, c'est en fait créer un terreau dans l'entreprise qui est porteur de vitalité, de passion et de croissance, ce qui veut dire que le rôle du dirigeant dans ce contexte-là, là aussi c'est un énorme changement par rapport au siècle dernier, ça n'est pas d'être la personne la plus intelligente au monde et de s'assurer que tout le monde pense que le dirigeant est le plus intelligent. Non, c'est de créer un environnement dans lequel les collaborateurs puissent s'épanouir et donner le meilleur d'eux-mêmes. Ça change complètement le regard et l'attention qu'on porte en tant que dirigeant. Et ça conduit, non pas à vouloir résoudre tous les problèmes et être encore une fois le Zorro du business, c'est d'être quelqu'un qui crée de l'énergie et qui crée un contexte dans lequel les autres peuvent réussir. Donc, c'est ça, en fait, à mon avis, la clé. C'est dans cette énergie-là, justement, là, qu'on va aller puiser l'énergie pour refaçonner notre entreprise d'une certaine façon, parce qu'après tout, une entreprise, c'est des gens. Alors, c'est ce que j'entends. On va enchaîner avec vous, bon, justement, on en parlait au début, vous en avez parlé un peu au début, vous avez été sur des conseils d'administration, évidemment, président exécutif du conseil d'administration de Best Buy. On a une question ici de Stéphanie Barker, qui est la directrice générale de la Fondation Espace pour la vie. Elle nous demande, est-ce que la crise amène les entreprises à revoir leurs perspectives, peut-être à intégrer dans leur pratique de gouvernance ou dans leur modèle d'affaires la question de la responsabilité sociale et du développement durable? Alors ça, c'est un mouvement qui est essentiel, qui a démarré avant la crise. En fait, si on refait un peu d'histoire, dans les années 70, il y a un certain Milton Friedman qui a mis en avant le concept de primauté des actionnaires et de primauté du profit en disant que la seule responsabilité d'une entreprise, c'est vis-à-vis de ses actionnaires. Et ça a été un peu une parenthèse dans l'histoire du monde des affaires parce qu'avant lui, ce n'était pas le cas. Il y a beaucoup d'entreprises
quand on regarde au 19e siècle ou au 20e siècle, qui ont été créées par des entrepreneurs qui avaient un sens du bien commun, hein, doing well by doing good, un sens humain extrêmement important. Et on a eu cette parenthèse qui a duré, disons, des années 80, peut-être jusqu'à la grande crise financière de 2008-2009. L'année dernière, au mois d'août 2019, aux États-Unis, la Business Roundtable, qui réunit les PDG de toutes les grandes entreprises américaines, tous ces PDG, il y en a 181, qui ont signé une déclaration pour remettre en cause la primauté du profit et des actionnaires, et pour dire que toutes nos entreprises, elles sont là à la poursuite d'un purpose, donc d'une raison d'être. En France, ça a été acté dans la loi, il y a eu la loi Pacte, je crois qu'elle s'appelle, qui permet aux entreprises d'insérer dans leur statut une raison d'être, et que les entreprises étaient là pour servir l'ensemble de leurs parties prenantes. Et tout dirigeant d'entreprise, c'est bien ça. Pour pouvoir réussir, on ne peut pas réussir d'un point de vue financier si on n'a pas des collaborateurs qui sont enthousiastes et épanouis, et des clients qui en redemandent, des fournisseurs qui se mobilisent, et si on n'a pas une société et un environnement qui est favorable au climat des affaires. Donc, opposer l'un et l'autre n'a pas de sens. Et donc, la responsabilité des entreprises aujourd'hui, c'est d'embrasser l'ensemble des parties prenantes et de se sentir responsable. Et moi, quand j'étais CEO de Best Buy, j'ai dit à nos investisseurs que la finalité de Best Buy n'était pas le profit. Ça a passé comment? Ça a été bien accepté? Pas si mal que ça, puisque le cours de bourse est passé de 11 $ en 2012 à peu près 80 $ ces jours-ci. Quand même. Donc, je ne dis pas du tout, je n'aurais pas dit qu'on se moquait du profit. Je leur ai dit simplement, notre finalité, c'était le purpose de l'entreprise, et qu'en mobilisant, et ils le savent bien, ils sont sophistiqués, les investisseurs. Ils savent bien que c'est en ayant des clients qui sont enthousiastes, des collaborateurs qui sont enthousiastes, que je vais pouvoir faire croître l'entreprise et la gérer de manière efficace. Donc, il faut refuser les oppositions et se dire que, voilà, c'est en étant responsable, doing well by doing good, en étant more than for profit, qu'on peut créer le résultat. Et il y a urgence, parce qu'à l'évidence, si on ne s'occupe pas de la planète, si on ne s'occupe pas, en particulier aux États-Unis, où on a une société qui n'est pas suffisamment, on l'a vu hier à Minneapolis, avec le décès de cette personne au genou de la police, en fait. Si on a une société qui exclut des parties entières de la population, on peut pas avoir un climat d'affaires positif. Donc, il est vital pour les entreprises qu'elles contribuent à ce bien commun et qu'elles soient des acteurs responsables. Donc, pour moi, il n'y a pas de choix, c'est un impératif. Tout à fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans la gouvernance qui vont probablement évoluer beaucoup, puis qui vont. Cette crise-là va avoir probablement réveillé beaucoup de gens. Tu sais, moi, je parle à des chefs d'entreprise et tout pour qui, jusqu'à présent, juste la gestion de risque, par exemple, était quelque chose qu'on faisait, mais qu'on prenait moins au sérieux, qu'on mettait peut-être un peu moins d'énergie là-dedans. Et là, je pense qu'une crise comme celle-là, quand je dis que même des patrons de grandes banques canadiennes, par exemple, avaient regardé tous les scénarios possibles de gestion de risque qui pouvaient arriver à la banque, mais n'avaient pas regardé une pandémie. Alors là, je pense que n'importe qui est passé par la crise va s'en rappeler toute sa vie. Alors, là-dessus, écoutez, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait. La demi-heure arrive déjà à sa fin. Alors, je veux vous remercier énormément pour le temps que vous avez passé. C'est un plaisir, en plus, de m'exprimer en français. C'est suffisamment rare pour que ce soit une joie supplémentaire. Oui, je dois dire que c'est effectivement rare qu'on parle des exécutifs dans le domaine du détail en français. Alors, merci énormément. Merci aussi à tous les participants qui sont avec nous aujourd'hui. Ça a été un plaisir. Merci, Dominique. Merci.